Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Nouveau rebondissement dans l'enquête sur le coup d'État de novembre 1994 en Gambie. L'ex-sergent de l'armée gambienne Aladji Koni avoue être l'auteur de l'assassinat de 2 des 11 soldats assassinés ce jour-là. Après plusieurs reports, les élections législatives se tiendront le 10 mars en Guinée-Bissau. Ce scrutin est censé dénouer la crise politique que traverse le pays depuis 2015. Et en Tanzanie, les voyagistes appellent les autorités à réduire les taxes sur le secteur touristique local. Le tourisme est la principale source de devises du pays. Le secteur représente 25% des recettes d'exportation. On en sait un peu plus sur l'affaire des 11 soldats tués en 1994 en Gambie, et ceci grâce aux auditions menées par la commission Vérité, Réconciliation et Réparation. L'ex-sergent de l'armée gambienne Aladji Koni a en effet avoué avoir tué 2 des soldats tués ce jour-là. Les précisions de Ange Bijou-Noménion. La Gambie lève le voile sur la mort des soldats tués en 1994. Suite à une audition, l'ex-sergent de l'armée gambienne, Aladji Koni, avoue avoir tué 2 des 11 soldats dans la journée du 11 novembre 1994, juste parce qu'il en avait reçu l'ordre. Selon la version des faits passés, ces soldats ont été tués suite à un coup d'État mené contre l'ancien président Yahya Jammeh. J'ai reçu ordre d'ouvrir le feu sur eux et de causer leur mort. Et nous avons tiré sur eux. Ma rafale a touché les 2 soldats. C'était rapide. Ils en sont morts. Pour les acteurs de la société civile gambienne, les révélations de l'ex-dignitaire est un nouveau pas dans le processus de réconciliation. D'autres personnalités de l'ancien régime ont également fait l'objet d'auditions et de poursuites judiciaires. Moi, j'applaudis ici le président Adama Barrow parce que pour moi, c'est une prouesse d'avoir réussi à maintenir les anciens dignitaires du régime de Jammeh comme ça et les emmener à venir témoigner et à entendre des témoignages horribles. Aladji Koni vient dire à la face du monde entier qu'il a tiré à bout portant sur ses anciens compagnons. Il est entendu pour l'instant comme un témoin. Vous le savez comme moi que c'est une commission. Nous ne sommes pas ici dans un tribunal, mais tout porte à croire qu'effectivement, à travers cette commission, il y aura de nombreuses personnes qui seront traduites en justice pour répondre de leurs actes. Parvenu au pouvoir par un putsch en 1994, Yahya Jammeh s'était fait largement élire et réélire sans interruption jusqu'à sa défaite en décembre 2016 face à l'opposant Adama Barrow. Au Nigeria, les élections des gouverneurs sont prévues le 9 mars 2019, notamment dans l'État du Niger. La veille, le vendredi 8 est déclaré férié dans ce territoire. Cette mesure, selon les autorités, permet aux fonctionnaires de se rendre dans leurs administrations locales pour voter. Le gouvernement de l'État du Niger, Aboubakar Bello, a appelé les fonctionnaires à profiter de cette journée pour se rendre dans leur bureau de vote afin d'exercer leur devoir civique. En Guinée-Bissau, les électeurs, eux, se rendront aux urnes lundi 10 mars pour désigner de nouveaux députés. Plusieurs fois reporté, ce scrutin est censé dénouer la crise politique que traverse le pays depuis 2015. Autre enjeu de ces élections, la confrontation entre les 2 protagonistes de cette même crise, José Mario Vaz, actuel chef de l'État, et Domingos Simões Pereira, ancien Premier ministre et président du parti au pouvoir, le PAIGC. Les précisions de Siam Le Victoria Sedji. Les législatives en Guinée-Bissau auront lieu le 10 mars dans un climat de tension et de méfiance. D'un côté l'opposition et de l'autre les nombreuses dissidences au sein du parti dont est issu l'actuel président José Mario Vaz, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, PAIGC, dirigé par Domingos Simões Pereira. Limogé le 12 août 2015 de son poste de Premier ministre, l'ancien allié du chef de l'État est aujourd'hui l'un de ses principaux adversaires. Ça va être très difficile pour le président. Il sera encore une fois très vulnérable. C'est un président très précaire, aussi bien pour les actions ordinaires que pour les échanges politiques qu'il pourrait briguer. La confrontation entre ces principaux acteurs de la scène politique bissau-guinéenne est un des enjeux majeurs de cette campagne. Le scrutin du 10 mars devrait remettre en jeu le mandat des 102 députés de l'Assemblée nationale populaire. Toutefois, le PAIGC, parti majoritaire, pourrait l'emporter et reconduire de facto l'ex-premier ministre limogé. Je pense qu'à un moment donné,
donné, il va falloir aller dans la Constitution pour voir le rapport de force entre le Premier ministre et le Président, ou peut-être entre l'exécutif et le législatif, pour voir comment est-ce qu'on peut rééquilibrer ça. Depuis plusieurs mois, les frondes dans la sphère politique n'ont cessé de se multiplier. La Commission nationale électorale a récemment autorisé les électeurs dont les noms ne figurent pas dans le fichier électoral informatique du scrutin. Le PRS, Parti du Renouveau Social, premier parti de Guinée-Bissau après le PAIGC, dénonce une tentative de fraude. 76 partis politiques ont été dissous en Mauritanie, une dissolution conformément à la loi sur les partis politiques votée en 2018. Cette loi prévoit la dissolution de tout parti qui participe 2 fois consécutives à une élection municipale sans atteindre 1% des suffrages exprimés. Ainsi, le pays ne compte plus que 28 partis au lieu de 107. Les formations politiques qui tombent sous le coup de la loi sur les partis appartiennent à la fois à la majorité et à l'opposition. Avec ses 4702 km² de réserves animalières, la Tanzanie représente une destination de choix en Afrique de l'Est. Mais les opérateurs installés dans le pays estiment que la surtaxation empêche l'essor de ce secteur qui représente 25% des recettes d'exportation. Nathalie Mo. Les voyagistes tanzaniens appellent les autorités à réduire les taxes sur le secteur touristique local. Dans ce pays, chaque tour opérateur est soumis à 32 charges fiscales annuellement. Des impositions tarifaires pouvant atteindre $10 000 et jugées lourdes par les acteurs touristiques. Surtaxer le secteur touristique en Tanzanie peut contribuer dans le court terme à une baisse de la fréquentation. D'autre part, il est possible que l'on observe une réduction des recettes issues de ce secteur, tant du côté des opérateurs que du côté de l'État. En Tanzanie, le tourisme est la principale source de devises du pays. Le secteur représente 25% des recettes d'exportation totales. D'ici 2021, la Tanzanie vise 3 millions de touristes en explorant de nouveaux marchés, notamment en Chine. On peut aussi envisager que la tendance haussière observée dans ce secteur en Tanzanie depuis 1995, ainsi que les importantes réserves animalières convoitées par la majorité des touristes, puissent permettre aux autorités de réussir leur pari. Selon la Banque mondiale, les revenus du tourisme en Tanzanie pourraient atteindre 16 milliards de dollars par an d'ici 2025. Une retraite loin de la ville pour trouver l'inspiration. Depuis 2017, un groupe d'écrivains égyptiens parcourt les différents déserts d'Égypte pour mieux s'exprimer. Pour cette année, c'est le désert dans le nord-ouest du Caire qui a été choisi comme refuge. Marcel Farba-Maroun. Des kilomètres parcourus pour atterrir dans un écolodge situé en plein désert dans le nord-ouest du Caire en quête d'inspiration. Voilà le défi relevé par ce groupe de romanciers égyptiens. En choisissant de s'éloigner du tohu-bohu quotidien de la ville, ces auteurs, une douzaine environ, cherchent également à trouver le courage et la confiance pour pouvoir mieux s'exprimer. J'aime écrire, je n'aime pas lire, mais j'aime écrire et exprimer ce qui est en moi. C'est bénéfique pour moi parce que je veux apporter aux autres ce qui est en moi. Ça apaise. Je veux faire ressortir toutes mes idées et les placer toutes devant moi. Cette retraite, loin de la ville, est pourtant devenue fréquente depuis 2017. Elle a, en effet, été pensée et conçue par la romancière égyptienne Ouda Anwar suite à une expérience personnelle lors d'une visite au mont Sainte-Catherine. J'ai compris la valeur de l'effet des lieux sur l'écriture lors de mes voyages à Sainte-Catherine. Mes voyages à la montagne et dans des lieux dépourvus de tout aspect artificiel ont eu un effet bénéfique sur moi, ce qui m'a fait prendre conscience de l'effet que tels endroits auraient sur d'autres personnes. 12 retraites au désert se sont déjà déroulées dans différentes régions d'Égypte avec la participation de près de 100 écrivains. En plus de la publication de près de 20 ouvrages, ces auteurs ont formé un club qui fournit une aide à la publication à de nouveaux membres. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.